J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Record. Aïe. Ça y est, Aïe. c'est parti. C'est parti. Aïe. Comment tu te sens? Très bien. Très bien. Stressant un peu, mais Ah bon. On va commencer par un clap. Ok. Tous ensemble. Attends. Yes, go. Vas-y, on la remet. Voilà, là c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Écoute, Véronica, très heureux de pouvoir te recevoir ici. Alors, c'est quoi ton histoire? Merci. Avant d'être connu, ce qu'on Mhm. appelle le connu Mhm. est inconnu. Parfois, pour pouvoir le connaître, il faut partir, bouger, découvrir des nouveaux pays, découvrir de nouvelles cultures. Et tout ça, c'est s'offrir des chances, une nouvelle chance de pouvoir se réinventer, de pouvoir voir du monde et voir le monde Mhm. autrement. Et chaque rencontre, chaque aventure, chaque pas en dehors de sa zone de confort, ça nous transforme. Et ces expériences, ces histoires de mobilité, qu'elles soient pleines de surprises ou encore pleines d'événements inattendus, Mhm. elles méritent d'être racontées. Alors, Véronica, Ah, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de me dire. et avant de pouvoir s'enfoncer un petit peu dans ton histoire, Mhm. on va permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de pouvoir te cerner un petit peu Alors, au travers du speedrun question. Nice. des questions rapides et Et vas puis la réponse. Allez, essayons. Allez, c'est parti. Ton prénom, Véronica, ton âge, dans une semaine, 28 ans. ok, ta Ouais. profession, En ce moment, je suis business developer dans une entreprise qui s'occupe du marketing digital. c'est quoi ton petit plaisir coupable? Grignoter des chips en regardant des séries. Et c'est quoi la série que tu regardes en ce moment? Ah bah du coup, c'est une série polonaise, donc Ah ouais. je vais pas forcément vous donner les noms, ça va rien vous dire. Mais voilà, je la regarde une fois par semaine et un petit peu pour me détendre. D'accord. Voyager seul ou voyager avec quelqu'un? Avec quelqu'un. Ouais, pourquoi? C'est toujours mieux, la vie en compagnie, c'est toujours bien meilleur. De pouvoir partager des moments avec la personne que t'aimes, que t'aimes bien, soit si c'est la famille, si c'est les amis, si c'est un amoureux, c'est toujours mieux avec quelqu'un. Et déjà, on a quelqu'un qui nous prend des photos aussi. C'est vrai, c'est pas Non, je faux ça. Ouais. mais c'est bien sûr, c'est bien meilleur de regarder et de découvrir un endroit avec quelqu'un d'autre. Comme ça, on peut observer des choses différentes. On voit, on a des manières différentes à comprendre le pays, la culture donnée. Et comme on est mieux, l'un ajoute une partie, l'autre ajoute une autre. Et puis on a une image complète de l'endroit où on est. C'est vrai, Et qu'on c'est vrai. découvre. Et tu viens juste de parler de la famille. J'ai une question par rapport à ça. Mhm. Allez. La famille, pour toi, c'est un moteur ou c'est un soutien? La famille, là, il n'y aura pas une bonne réponse, je pense, ou pas une mauvaise plutôt. Je répondrais, c'est un soutien. Parce qu'ils étaient toujours là à me soutenir avec tous mes projets. Il était toujours là pour moi dans les moments qui étaient bien, mais dans les moments où je ne savais pas quoi faire avec moi, où je ne savais pas où aller. Et je trouvais toujours du soutien dans les bras de mes parents, de ma sœur, de mon frère. Donc, je dirais plutôt le soutien. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est aussi un moteur. Parce que si tu as quelqu'un qui te soutient, c'est une sorte d'énergie qu'il partage avec toi, qui te donne la possibilité d'agir et de pouvoir traverser des moments compliqués peut-être. Et puis, du coup, c'est un petit moteur aussi qui t'aide à avancer. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt prudente ou de plutôt spontané? Plutôt spontané. Je suis plutôt spontanée. Après, parfois, j'ai envie de dire que, ok, je me prépare pour des moments compliqués comme, je ne sais pas moi, des entretiens d'embauche ou des
des choses où on a envie d'être... Que ça soit carré, Exactement. d'être bien. Ouais. Exactement. Par contre, quand il s'agit de la vie en général, je suis plutôt spontanée. D'accord. Ouais, si on parle des voyages, si on parle des sorties avec des amis, même des choses aussi simples que ça, plutôt spontanées. D'accord. Plutôt introverti ou extraverti? Oh non, 100% extraverti. 100%. Peut-être maintenant, peut-être en ce moment, je suis un petit peu, il y a un petit pourcentage d'une personne introverte dans moi. Mais avant, vraiment, même quand je faisais des tests, tu sais, quand on est ado, on fait des tests sur Internet pour voir qu'est-ce qu'on est, c'est quoi notre personnage. C'était toujours 100% extraverti. Je préfère vraiment passer beaucoup plus de temps avec les autres et être entourée par des gens et commencer à... Même pas commencer, tout simplement connaître des gens qui sont autour de moi, connaître leurs histoires. Même quand je pars me balader toute seule en ville, je rentre jamais chez moi sans avoir connu au moins une personne. C'est ça, exactement. Donc vraiment, c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai aussi appris à être avec moi-même, au calme, à peut-être parfois un peu parler avec moi-même, avec mes pensées, à repenser un petit peu plus sur des choses sur lesquelles peut-être quand j'étais plus jeune, je serais beaucoup plus spontanée. Mais je suis quand même extravertie, beaucoup plus qu'autre chose. Est-ce que tu préfères être aimée ou être respectée, Véronica? Cette question aussi, elle est, je pense qu'il n'y a pas une mauvaise réponse ici. Par contre, je choisirais l'option aimée. Parce que pour moi, dans l'amour, il y a toujours du respect. Il n'y a pas d'amour si tu ne respectes pas l'autre personne. Donc, par contre, un respect mutuel, on peut avoir entre des gens qu'on n'aime pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. C'est normal de respecter des personnes que tu as autour de toi. On peut parler ici des enseignants, des collègues de classe, des collègues de travail, des gens dans le métro, peu importe où on est. Mais tu ne dois pas forcément les aimer, tu ne les connais même pas. Par contre, quand on aime quelqu'un, le respect, il est déjà dedans. Il va dedans. Ok. Qu'est-ce que tu as ramené de ton pays natal en France et que tu ne veux absolument pas perdre? Qu'est-ce que j'ai ramené En fait, je pense, la fierté de mon pays. Ouais. Après, je pense qu'on peut dire ça aussi en regardant les autres pays, mais on voit souvent... même moi, étant en France déjà... en France, pendant 6 ans, à Paris, ça fait 5 ans que je vis. Et je vois les gens, très souvent, qui sont en train de se plaindre de leur pays, des problèmes politiques, peu importe. Mais dès qu'on commence à parler un peu mal de certaines choses et on n'est pas à l'intérieur de ces pays, ils commencent à se protéger. Et c'est normal, je fais exactement la même chose. J'aimerais pas du tout perdre... mon identité et je n'ai pas la nationalité française, même si je trouve que la France, c'est vraiment ma maison. Et je suis très heureuse et très contente de pouvoir être là et très reconnaissante à ce pays et à l'Union européenne aussi qui nous offre cette possibilité de pouvoir voyager, profiter des cultures, des pays, des opportunités, d'expériences différentes. Par contre, je vais toujours avoir un petit pincement au cœur, tu vois, pour le fait que je ne suis pas chez moi, dans mon pays, et que mon pays me manque. Donc, forcément, ça sera toujours la chose que je vais toujours représenter la Pologne comme il faut. Moi, j'espère bien. Et si je te disais, aujourd'hui, tu as la possibilité soit de parler toutes les langues du monde, soit de comprendre toutes les émotions qui existent. Qu'est-ce que tu choisirais? Oh, laquelle question? Je pense quand même à comprendre des émotions, toutes les émotions qui existent. Parce que même si on parle plusieurs langues, moi je parle 4 langues en ce moment. J'aimerais bien parler plus, mais voilà, ça prend du temps, il faut s'y mettre. C'est déjà pas mal, 4. Oui, mais voilà. Mais les langues... on peut les parler, on peut les apprendre à chaque moment. Les émotions, ok, on peut les apprendre également. Par contre, tu peux communiquer avec quelqu'un en ne connaissant pas la langue. Tu sais, on voyage partout dans le monde. On peut aller dans un pays où la langue, on ne connaît pas du tout. Je ne sais pas, moi je ne parle pas chinois, par exemple. Et j'imagine que si je vais en Chine et, par exemple, ils ne parlent pas anglais là-bas,
on va quand même pouvoir communiquer en regardant les émotions. Si quelqu'un sourit, essaye de nous expliquer, je ne sais pas moi, un itinéraire où on doit aller, un chemin, il est en train de nous montrer un chemin. Mais il le fait d'une manière ouverte, même si on ne connaît pas la langue. On sait que cette personne veut nous aider. Alors que si on démonte quelqu'un et la personne tourne la tête et elle ne veut pas du tout parler, tu vois déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a autant d'émotions que personnes, je pense, dans le monde, que des personnes, pardon. Désolée pour les fautes de frappe, d'ailleurs, parce que c'est pas ma langue maternelle, donc je vais peut-être faire des fautes. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Il y a des personnes il y a autant d'émotions dans le monde que des personnes. Donc, on ne peut pas vraiment les connaître sans vouloir connaître la deuxième personne. On ne connaît pas l'histoire de la deuxième personne, de la personne que tu as en face. Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, ça serait bien de connaître les émotions, tout ce qu'il est en train de vivre. Et voilà. Si aujourd'hui, je te proposais de revivre un jour dans ton existence. Oula ouais, ça fait un panel de 28 années. Je ne pourrais pas choisir un jour, c'est impossible, je pense, de choisir. Mais si... je pense que ça serait le moment où j'ai été acceptée à faire mon échange, ma première échange, donc universitaire, ce qui était un Erasmus. Ma première échange, c'était à Grenoble. Donc, c'était pas vraiment à Paris, c'était à l'université de Grenoble. Et en fait, c'était le moment où j'étais à la 12e année de mon université en Pologne. Et j'ai commencé les études de quelque chose que vous n'avez pas en France, comme je t'expliquais avant. Ça s'appelait la philologie française, ce qui est l'apprentissage de la langue, culture, littérature, tout ce qui va avec française. Mais moi, j'ai commencé à faire ces études sans connaître la langue. Donc, en fait, j'ai commencé à faire les études sans vraiment savoir si je vais même aimer la langue, si je vais apprendre à la parler, si je vais pouvoir communiquer avec des gens. Et la 12e année de mes études, la 3e, je suis partie en Erasmus pour l'année entière, en fait. Et je pense que maintenant, en regardant en arrière, je peux dire que c'était vraiment le moment qui m'a ouvert beaucoup d'opportunités, qui m'a aidé à connaître des personnes incroyables, qui sont toujours, la majorité d'entre elles sont toujours là dans ma vie, et de vivre des aventures inoubliables. Donc, c'était pas un jour, c'était une expérience plutôt, qui a duré 1 an. Et ensuite, je l'ai refaite d'ailleurs à Paris, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais oui, on pourrait choisir ce jour-là. Après, je pense qu'il y a des jours comme ça, il y en a plusieurs, mais si je devais choisir une seule, bien sûr, parce que évidemment, je te demande de choisir un jour, mais c'est sûr que tout ce qui te vient à l'esprit, ça doit être encore plus ouvert et plus intense, peut-être même au niveau de la durée qu'un seul jour. Un seul jour, exactement. Un seul jour, c'est compliqué. Si je te donnais la possibilité aujourd'hui de pouvoir dîner avec une personne, peu importe qui, de vivante ou de morte, qui tu choisirais? Des vivants? Ou pas forcément Non, pas forcément. Ça peut être une personne vivante, morte, une personne proche, pas proche. Mon grand-père. Ouais. Ça serait mon grand-père. Il n'est plus là, il n'est plus avec nous, malheureusement, depuis longtemps, depuis 12 ans. Mais en fait, c'était la personne avec qui j'ai passé toute mon enfance, avec qui j'ai grandi. En fait, bien sûr, je viens d'une famille avec 2 parents, des enfants, j'ai une sœur, un frère. Mais mes parents, ils allaient au travail, comme tous les parents. Et je passais la majorité du temps avec mes grands-parents. Et majoritairement, c'était avec mon grand-père. Et j'ai l'impression qu'il m'a vraiment... C'est lui qui m'a élevé le plus. Bien sûr, mes parents aussi. Mais c'est avec lui que vraiment j'ai partagé des moments incroyables. Et en fait, il m'a beaucoup appris. Même quand on est enfant, on ne se rend pas forcément compte de ce qui est tellement... fondamental dans notre construction. Ouais. Et tu sais, il y a l'autre personne, si je pouvais choisir 2 personnes. Bien sûr. Il y avait aussi ma arrière-grand-mère.
Elle a vécu 102 ans. Elle a survécu 2 guerres mondiales, la première et l'autre. La première, la deuxième. La première, elle était jeune, mais donc elle se rappelle pas d'autant de choses que ça. Par contre, en fait, quand j'étais petite, il y avait tout le temps des journalistes chez nous à la maison, parce qu'en fait, ils faisaient plein d'interviews avec elle. Et vraiment, je regrette d'être aussi petite et ne pas vraiment comprendre ce qui se passait à l'époque. Parce que si elle était là, j'aurais vraiment énormément de questions à lui poser. Ouais, tu m'étonnes. Et là, je peux juste les lire dans les journaux, dans les vieux journaux qui sont sortis il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et j'aurais eu énormément de questions que peut-être qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était aussi intéressante, en fait, même de savoir, d'apprendre comment était la vie à l'époque. C'est clair, c'est clair. Et ce qu'on ne dit pas assez, qu'on ne pense pas souvent, c'est que les grands-parents, ils pourraient peut-être faire des mémoires audio ou vidéo pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, raconter leur histoire, parce qu'au final, forcément, que l'histoire se perd petit à petit, même si c'est tes parents qui te racontent l'histoire de tes grands-parents, ça ne sera jamais aussi réel que si c'était tes grands-parents directement qui te racontaient ça. Tu sais, là, je suis en train de lire un livre, je ne me rappelle plus l'auteur, la honte, mais le titre, c'est The Last Lecture. Et en fait, c'est un livre, je viens de commencer, donc je ne connais pas toute l'histoire, mais le livre, il raconte l'histoire d'un professeur qui avait une quarantaine d'années, et il avait un cancer. Et il savait qu'il allait mourir à un moment donné, dans pas longtemps. Et il a quand même choisi d'écrire un livre et de passer le message dans ce livre. Et il a dit après, parce qu'en fait, sa femme, elle lui a posé des questions. Pourquoi tu veux travailler sur ce livre alors que tu vas bientôt partir? On aimerait bien, moi et les enfants, passer plus de temps avec toi. Pourquoi tu fais ça? Et ça serait beaucoup plus simple, elle lui a dit, ça serait beaucoup plus simple que tu te mettes devant une caméra et qu'on fasse une vidéo et comme ça tu racontes des choses à tes enfants. Et il lui a répondu, ça serait plus simple, mais parfois il vaut mieux peut-être pas aller à faire des choses plus simples, mais plus deep, plus profondes. Donc il raconte l'histoire que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais il raconte l'histoire dans laquelle il met tous les éléments importants que les enfants vont pouvoir aussi lire et découvrir aussi dans leur vie. Ouais. Donc, j'imagine qu'il a aussi fait la vidéo, si c'était possible. Mais du coup, c'est pour ça. Après, c'était aussi son travail, donc sa passion, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est très intéressant. Ça serait bien d'avoir des vidéos, comme tu as dit, ou des podcasts, ou des livres. Donc, moi, je suis très reconnaissante de pouvoir lire des vieux journaux de ma arrière-grand-mère. C'est quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, et si aujourd'hui, je te dis, pendant une semaine, tu n'as plus de contraintes. Toutes les contraintes que tu peux imaginer dans ta tête, elles sont soufflées. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Peut-être, je ne sais pas vraiment. En fait, toutes les contraintes, là, je quitte tout et je voyage partout dans le monde. Mais c'est compliqué comme question parce que j'ai plusieurs réponses, mais oui, dans le moment dans lequel je suis en ce moment, je dirais oui, je voyage. D'accord. Partout. Maintenant, quand tu as cerné un petit peu, on va aller chercher, tu as abordé pas mal de sujets sur lesquels forcément, je pense qu'on va revenir. Bien sûr. Et on va y revenir au travers ta voix, au travers ce que tu vas raconter. Donc, maintenant, Véronica, j'ai une question pour toi. Je t'écoute. Alors, c'est quoi ton histoire? Alors, c'est le moment de répondre maintenant. Exactement. Oui, donc déjà, je pense que les personnes qui nous regardent, elles me connaissent pas du tout. Donc, peut-être vaut mieux commencer dès le début. Comme je vous ai dit avant, je m'appelle Véronica et je viens d'un petit village en Pologne où en fait tout a commencé. Mon histoire a commencé, comme tu dis. Je vais pas vous raconter toute mon enfance parce que c'est pas le cas. Par contre, je viens d'un village, d'un endroit qui est situé pas loin des montagnes. Et montagne, c'est quelque chose qui est très très importante pour moi dans la vie,
où, en fait, à chaque fois quand je me sens pas bien, ou j'ai envie de penser au sujet un peu plus compliqué de ma vie, ou peut-être même un peu moins compliqué, mais en général, quand je veux être seule ou avec mes amis, je vais dans les montagnes. Et ça n'a jamais changé, en fait. J'ai grandi là-bas, j'ai jamais déménagé aussi. Je sais que les gens qui nous regardent, peut-être, ils ont pas peut-être, ils ont des histoires différentes, et ils ont peut-être déménagé beaucoup d'une ville à l'autre ou d'un appart à l'autre. Moi, j'ai grandi dans une maison avec un grand jardin et pas loin de la montagne. Donc, ces montagnes-là, c'est aussi un petit symbole que je peux dire qui est important pour moi parce qu'elles sont toujours là dans ma vie. Même si je vis à Paris, dans une ville bruyante, entre des gens, métro, boulot, dodo, comme nous tous, je vais quand même régulièrement dans les montagnes, si c'est en Pologne ou ailleurs. Voilà. Et en fait, j'étais toujours la personne qui s'intéressait plus, on a parlé un petit peu de ça avant, à tout ce qui est littéraire. Donc, je n'étais pas forcément la personne qui adorait, je ne sais pas moi, les cours de maths ou les physiques ou quoi que ce soit, des sujets un peu plus sciences. Mais du coup, j'aimais des choses plus littéraires. J'aimais toujours apprendre des langues et j'ai adoré les sports. En fait, les montagnes, c'est aussi lié à la passion que j'ai. J'adore faire du ski et je suis monitrice de ski également. En fait, ça a beaucoup joué aussi dans mon choix après de l'université dans lequel je voulais aller pour ma première échange. Donc, comme je vous ai dit, c'était Grenoble. C'était tout simplement lié au fait que c'est à côté de la montagne. Exactement. Oui. Après, je vais vous donner peut-être un peu plus de détails. Mais du coup, voilà, j'adore la montagne et j'adore faire du sport. À part ça, j'adore apprendre les langues. Voilà. Donc, en fait, c'est des choses qui étaient liées à mon parcours en général. J'ai fait un parcours très, on peut dire, littéraire. En France, vous avez un petit peu la différence entre les langues étrangères, et la littérature, et l'histoire, etc. Moi, j'ai fait tout ça, mais sur la France. Donc, j'ai décidé d'étudier la philologie française, ce qui n'était pas non plus évident, parce qu'en fait, mon rêve, vu que j'adorais des choses un peu littéraires, que je suis extravertie, comme je t'ai dit, que j'adore le sport, je voulais toujours être journaliste sportif. C'était mon plus grand rêve. Et je pense que c'était aussi ma plus grande échec, parce que j'ai pas été acceptée à la fac où je voulais aller. C'était l'université Jagiellon à Cracovie. J'ai pas été admise, il me manquait pas grand-chose, mais c'était la seule université où je me suis dit je vais étudier le journalisme. Je voulais pas faire ça sur une autre université. C'était la meilleure en Pologne et voilà, je voulais faire que ça. Et comment tu te relèves, excuse-moi, je te coupe là. Oui. Comment tu te relèves d'un tel échec? Parce que tu viens de dire une phrase forte. Exactement, oui, c'était le plus gros échec. Mais du coup, c'était un échec que sur le moment, c'était la fin du monde. J'ai pleuré, je me disais, mais je vais plus jamais réussir dans ma vie, je sais pas quoi faire. Je faisais aussi du théâtre à l'époque, donc je me disais peut-être je vais commencer à postuler dans les facs théâtrales, dans les universités, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais académie théâtrale en Pologne on dit. Mais je sentais que c'était pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Et ça, c'est aussi une chose dans laquelle tu dois un peu t'engager dès le début. Et en fait, sur le moment, c'était horrible. Mais je me suis dit, OK, mais je vais pas non plus pas faire mes études juste parce que je n'ai pas été admise à une université pour une faculté que je voulais faire. Donc, en fait, après 1 ou 2 jours de pleurer tout le temps, j'ai un petit peu regardé, du coup, avec mes parents, quand je t'ai dit que c'était le plus grand soutien que j'ai. On a regardé un peu, allez, viens, on va voir ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que te plairait. Et après, je me suis dit, en fait, j'aime aussi étudier des langues. J'aime étudier les langues étrangères et c'est aussi quelque chose qui ouvre après la porte. Pour peu importe où tu vas être, tu vas pouvoir faire quelque chose, tu vas pouvoir trouver un travail. Mais quand tu connais la langue, tu commences à connaître aussi l'histoire, culture. Et justement, je dis que j'aimerais bien
peut-être apprendre des nouvelles langues. Ça donne la possibilité aussi d'apprendre des choses sur un pays donné. Et après, c'était la question, quelle langue je vais choisir? Ouais. Et ça, c'était très intéressant parce que je connaissais déjà à l'époque très bien l'anglais. Et à l'école, j'avais l'allemand, que j'aimais pas trop. On dit par exemple nos amis allemands. Et je voulais pas forcément continuer avec cette langue. Et il y avait plusieurs langues qui m'intéressaient. La langue française, c'était une langue qui m'attirait toujours énormément. Je le trouve beau, tout simplement. C'est une belle langue, c'est une très très belle langue, mélodique, voilà. Et en fait, j'ai une petite histoire à vous dire parce que c'est aussi un peu drôle parce que mes parents, ils se sont connus à Paris. Ils sont polonais tous les deux. Et ma mère, elle a en fait eu un parcours pareil que moi. C'était vraiment pas voulu. C'est par hasard que ça c'est arrivé comme ça pour moi aussi. Mais elle a aussi, à l'époque, elle apprenait le français. Et elle a aussi étudié à Paris. En fait, mes parents se sont connus ici. Mon père, il est venu ici avec son ex-copine. Et après, dans un bar, il a connu ma mère. Et voilà. Et l'histoire a commencé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le français? J'ai quelqu'un qui pourrait m'aider, parce que ma mère, elle a bien sûr fini les études aussi. Et elle était traductrice également pendant un moment. Et pourquoi pas essayer avec cette langue-là? Alors que quand j'étais petite, ma mère, elle voulait m'apprendre et je voulais pas du tout. J'étais trop têtue. Non, je vais pas, je fais autre chose. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, finalement, j'ai choisi de postuler à plusieurs universités. J'ai été acceptée. Et voilà, au lieu d'étudier le journalisme, je me suis dit, je vais étudier le français. Exactement. La première année, à ne pas vous mentir, était très dure parce qu'il fallait... En fait, on avait deux groupes d'étudiants, des gens qui connaissaient déjà la langue. Donc, ils avaient un niveau, je me rappelle plus, c'était B1 ou B2, donc c'est quand même un niveau assez avancé. Ouais. Et les personnes qui étaient là dès le zéro. Ouais. Comme moi, je ne connaissais rien. Qui partaient à ras du sol, quoi. Exactement, qui ne savaient pas parler. Et du coup, je faisais partie de ce deuxième groupe et on devait vraiment rattraper le matériel. Après les examens, c'était pas trop juste, je trouve, parce qu'on avait tous les mêmes examens. Donc la première année, par exemple, des gens qui connaissaient déjà, bien sûr, c'était plus simple pour eux. Mais après, c'était ça le principe qu'on allait apprendre. Donc, la première année était assez dure. Mais après, la deuxième année, je pense que vraiment, la première année, j'ai étudié autant que la deuxième année, je savais déjà à quoi m'attendre. Je connaissais un peu. Et troisième année, je me suis dit, je vais partir. Je vais partir, comme ça, je vais apprendre à parler. Je vais apprendre à communiquer avec des gens. Je vais connaître la culture du pays. Parce qu'avant d'apprendre la langue, je suis venue à Paris une fois pendant 1 ou 2 jours, je ne me rappelle même plus. Donc, je ne connaissais ni pays, ni... C'était furtif. Exactement. C'était vite fait, quoi. J'ai vu la Tour Eiffel au moins. Ouais. Tac, tac. Exactement. Ouais, la photo, et puis voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai choisi. Et c'est... ça qui m'a ramenée à Grenoble, parce que du coup après c'était la choix était pas si évidente que ça. Je voulais pas forcément venir dans une grande ville. Je me suis dit ça serait plus compliqué peut-être de me débrouiller, je ne sais pas moi. Ça serait peut-être pas comme ça, mais voilà, c'était mon choix à l'époque et je le regrette absolument pas. Ouais. Absolument pas, parce que j'ai connu des gens du monde entier, des cultures différentes, et c'était le moment où j'ai vraiment appris à parler le français, même, juste comme je le répète, je sais que je fais des fautes de frappe, mais c'est pas ma langue maternelle, donc je vais toujours la faire. J'espère peut-être pas. Tu t'en sors super bien, là. Mais merci, c'est gentil. Là, ça fait un moment, mais vraiment, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué, parce que là, quand je vis à Paris, je vis en France, je parle français tous les jours. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Oui. Et... parce que tu le parlais seulement en fait à l'école. À la fac, seulement à la fac. Et en fait, c'est ce qui était bien, où j'ai eu un peu de la chance quand même, c'était le fait que le groupe d'amis, des gens que j'ai connus pendant mon premier Erasmus, c'était des gens des pays différents, mais entre nous, on parlait en français.
pas en D'accord. anglais. Parce que normalement, c'est l'anglais, la langue qui réunit tout le monde. Ce qui est bien, c'est cool d'avoir quelque chose qui nous aide à communiquer quand même. Mais là, je pense que ça m'a permis de m'ouvrir un peu, de ne pas avoir peur de parler. Tu sais, de ne pas tout simplement vouloir tout faire en anglais ou quoi que ce soit. En fait, on faisait tous énormément de fautes. Et ça devait être pas du tout correct. mais c'est comme ça qu'on a un peu brisé les glaces et on a pu commencer à parler. Au moins moi, je sais pas, mais je pense les autres aussi. Je pense qu'on était tous dans ce cas de dans la figure-là, même, c'est ça, dans la même situation. Donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Grenoble, dans les montagnes, où je peux faire mes skis. mais à vrai dire, j'ai aussi beaucoup découvert la France et je suis là vraiment, quand je regarde un peu en arrière, c'était un bon choix. C'était une ville, la ville, elle était petite, assez petite, c'était pas énorme quand même, mais il y avait énormément de choses à faire. Elle était très, très universitaire. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, de l'étranger, de France, de partout. Et comme ça, j'ai vraiment pu connaître toutes les cultures possibles. J'ai vraiment j'ai eu des amis d'Europe, Belgique, Allemagne, France, Italie, Espagne, mais aussi du Mexique, du Pérou, je ne sais pas moi, des États-Unis, du Canada, de partout. Et c'est ce qui m'a permis aussi à ouvrir les yeux sur les autres cultures. C'est ce qu'on voit peut-être pas forcément tous les jours. On les voit, mais on les regarde pas. On les voit, mais ça passe à côté. Ouais, tant que tu parles pas avec les personnes qui ont cette culture-là, ou même parfois si t'es pas invité dans les restos par cette personne-là ou chez eux, etc. Exactement. Tu passes à côté de certaines cultures. Exactement. Et après, je suis retournée en Pologne quand même pour faire mon master, parce qu'en Pologne, c'est un petit peu différent qu'en France. En France, je sais que vous pouvez faire master 1, master 2. Nous, on a 2 années de master obligatoires si tu veux avoir ton master. Donc, en fait, je suis retournée en Pologne. Alors, j'ai commencé mon master. Juste après, comme je vous ai dit, je suis monitrice de ski. Donc, en fait, juste après, que mon année a commencé. Et puis, en hiver, je suis partie enseigner en Autriche, dans une école de ski en Autriche. Et juste après, il y avait le Covid. Donc, en fait, le monde, il s'est arrêté. Et malheureusement, moi, heureusement, je savais que j'étais déjà admise à la Sorbonne pour mon 2e Erasmus. Mais malheureusement, je ne savais pas si ça allait être maintenu. Exactement. Si ça allait se faire, tout simplement. Et du coup, pour un petit peu m'occuper de tout ce qui se passe, entre-temps, j'ai aussi j'ai fait un choix de faire en même temps de la littérature française et j'ai fait un parcours de la traduction. J'ai choisi aussi d'apprendre le droit français. J'ai fait une école le programme, il s'appelle l'école de droit français. C'était très, très intense parce qu'en fait, avec le diplôme que j'ai eu en 2 années, si je me rappelle bien, il est équivalent à la licence des personnes qui font du droit normal en France. En fait, le diplôme, il était équivalent au diplôme français parce que c'était un programme avec mon université de Pologne et l'université à Orléans, en France, pour changer. Orléans ? Ouais, Orléans, je sais qui. Oui. Et du coup, mais c'était en ligne. Tout était en ligne. Ouais. Et puis, avec le Covid, d'autant plus, c'était en ligne. Et donc, je me suis occupée à faire ça. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, je voulais... D'ailleurs, je veux toujours le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps pour faire ça. Mais je voulais toujours être traductrice assermentée, mais je voulais toujours le faire du côté. Je ne voulais pas que ça soit mon métier principal. Je voulais que ça soit quelque chose qui m'apporte peut-être un peu d'argent du côté, mais qui est aussi intéressant à regarder, à être au courant sur les documents, sur ce qui se passe, etc. Par contre... ça, il faut passer un examen, je n'ai pas encore fait. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai fait du droit. Et tu voudrais faire traductrice, en français ou c'est en anglais, en fait, polonais ? Ça va en français. En français. Ça, c'est pour le français.
L'anglais, il faudrait passer un autre Un examen. Et italien, quand je parle aussi, il faudrait passer un autre examen. Donc, non, mais je pense que je vais rester avec les Français. Mais en fait, c'est pour ça que je l'ai fait aussi, pour apprendre ce droit et pour apprendre le vocabulaire, parce que le vocabulaire est beaucoup plus technique que le langage qu'on utilise quotidiennement. Le monde s'est arrêté parce que je ne savais pas si j'allais partir à Paris, alors que là, pour un coup, je voulais trop venir à Paris. Et après le Covid, il s'est un petit peu arrêté. Entre-temps, je savais déjà que je n'allais pas partir pour toute l'année, juste pour un semestre. Et entre-temps, j'ai trouvé aussi un travail à Cracovie, parce que j'ai fait mes études à Cracovie, à l'université Jagiellon, du coup, mon master. Et j'ai travaillé. J'ai fait un peu d'expérience dans une entreprise. Et je travaillais sur le marché français, d'ailleurs. C'était une entreprise polonaise qui s'occupait de la vente des batteries pour les ordinateurs, les vélos électriques, etc. Et c'était ma première expérience comme ça, vraiment, en tant que travail. C'est pas un stage, c'était un travail, vraiment. Je travaillais en même temps qu'étudiante et que j'étudiais. Et c'est pas comme chez vous, que c'était une alternance, absolument rien à voir. En fait, c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression, de s'organiser en Pologne en termes de... Après, ça dépend. Quand on est en master, c'est plus simple. Quand on est en licence, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas ce type de programme. Encore, j'espère. J'espère que ça arrivera en Pologne aussi, parce que je trouve ça très intéressant pour les étudiants d'avoir cette possibilité de travailler et d'étudier en même temps, en gagnant de l'expérience, qui leur aide aussi à comprendre si ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qui leur ferait plaisir dans la vie ou pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on n'avait pas ça. On avait des stages qu'on devait faire, mais il y en avait beaucoup moins qu'ici. Ça, je le sais déjà en comparant les systèmes d'éducation. C'est pas la même chose du tout. Et du coup, j'ai étudié et j'ai travaillé en même temps. Et après, finalement, quand le semestre il s'est terminé, le Covid il s'est un petit peu calmé, je suis venue à Paris. Il s'est calmé, mais il y avait quand même couvre-feu, tout était fermé, voilà. Mais c'était quelque chose de nouveau et j'ai pu découvrir la ville. On s'est connus après, en même temps. Et puis, j'ai connu des gens extraordinaires ici. Que j'ai toujours dans ma vie, la majorité d'entre eux. Après, il y en a qui sont partis dans leur propre, en prenant leur propre chemin et ils sont partis réaliser leurs propres projets. Hein. Pas tout le monde est resté en France. mais voilà. Donc ça, on peut dire que c'était mon parcours scolaire. En fait, jusqu'à la Sorbonne, où je suis allée juste 2 fois, parce que tout était en ligne. Sinon, j'étais à Paris, mais tout était en ligne. Et en fait, après, j'ai fait mon mémoire, j'ai fait ma soutenance. Et en même temps, je me suis dit, il me manque quelque chose dans mon parcours. J'aimerais encore faire quelque chose. J'aime vraiment apprendre des choses. Je suis très ambitieuse, j'aime apprendre des choses. Et je réfléchissais énormément si je voulais pas faire du doctorat sur un sujet donné. Mais je me suis dit que j'aimerais pas forcément me concentrer que sur l'éducation universitaire. Je voulais faire aussi des expériences dans les boîtes. Je me suis dit, si à un moment donné, je veux recommencer, je peux toujours. mais voilà, mais je voulais un peu voir autre chose. Et en fait, en même temps, quand j'ai terminé mon master, j'ai vu une offre d'une sorte de double diplôme qui était aussi organisée entre une université polonaise et une université, cette fois-ci à Lyon, du coup IAE Lyon. Et c'était une double diplôme en MBA. Si je me rappelle bien, c'était master en administration et management des entreprises, si je me rappelle bien. Okay. C'était ça le sujet général. Et j'ai postulé. Après, j'ai passé des entretiens. Je crois qu'il y avait un examen, ou peut-être pas, je ne me rappelle plus. Et puis, j'ai été admise. Et comme c'était toujours cette période de Covid, on ne sait pas, Covid, pas Covid, c'était déjà un peu après, mais quand même, tout était en ligne. Et très rapidement, j'ai trouvé un stage à Paris. Et en fait, donc, mon Erasmus, il s'est terminé. Je suis rentrée en Pologne pour 2 mois, peut-être. Et
après, je suis repartie à Paris parce que j'ai eu mon stage. Mais ça, vraiment, je pense que c'était un coup de chance ou peut-être le bon timing, comme on dit. Timing, ouais. Parce que vraiment, c'était plus le moment pour chercher des stages. Des entreprises, c'était plus le moment où ils cherchaient des stagiaires. Vraiment, rien à voir. Et j'ai quand même trouvé. Donc, je pense que c'était un bon timing, quoi. Et le stage, ça, franchement, tu vas rigoler. C'était dans une entreprise qui s'occupait d'immobilier. Donc, rien à voir avec mon parcours. Ouais, absolument. Oui, c'est absolument rien à voir. Mais ils cherchaient quelqu'un qui parlait plusieurs langues et aussi la langue polonaise. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça. C'est quelque chose. Le timing était là. Quelque chose qui m'a sauvée un peu. Mais moi, je me suis dit, c'est hors de question que je parte du Paris au moment où tout réouvre après le Covid. Et j'ai pas eu cette possibilité de profiter autant que je voulais je ne sais pas moi, des musées, des fêtes, de quoi que ce soit, de la ville tout simplement. Donc, ouais, j'ai postulé, et ils m'ont pris et puis je suis revenue à Paris. C'est ça. Donc, en fait, mon parcours, il était concentré sur les langues quand on parle du parcours scolaire, mais quand même en ajoutant un peu du droit et en ajoutant des éléments un peu plus techniques aussi, un peu plus scientifiques, si on peut dire. Ce que j'ai eu après les cours de comptable, des cours beaucoup plus techniques, tu vois, ce que je veux dire, business plan, des informatique, des trucs comme ça, mais aussi beaucoup de marketing, ce que j'ai adoré en fait. Ça m'a fait découvrir un peu plus ce que j'aime aussi dans ce parcours. Donc, il est très mélangé. Il n'y a rien de spécifique. Et je pense que c'est aussi ça qui me permet maintenant, ou peut-être qui est aussi en même temps ma force et ma difficulté en même temps, qui me permet un peu de faire autre chose, mais qui m'empêche aussi d'avoir ce que je veux vraiment, parce que je ne sais pas encore peut-être ce que je vais vraiment faire pendant toute ma vie, ou où je veux me retrouver dans quelques années. Mais en n'ayant pas assez d'expérience, c'est non pour certaines entreprises. Mais en ayant une autre expérience, un peu mélangée, c'est quelque chose de positif pour les autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très compliqué. Hein. Ouais, je comprends totalement. Là, finalement, ce qui compte, c'est ce qui te plaît profondément ou pas, en fait. Oui, exactement. Et du coup, en terminant juste le parcours que j'ai eu, donc j'ai fait ce stage dans l'immobilier, mais c'était pas un agent immobilier, c'était une boîte qui s'occupait de... C'était en fait une boîte de consulting. Il y en a énormément à Paris surtout, mais immobilier. Ils s'occupaient c'était des brokers en fait, et on cherchait des projets en Europe, mais aussi à l'étranger encore en dehors d'Europe. Mais des projets spécifiques plutôt qui étaient dans le healthcare, donc plutôt spécialisés dans la santé, mais après aussi dans l'hôtellerie, des cliniques, je ne sais pas moi, maisons de retraite, des projets très spécifiques et très grands. Et en fait, on cherchait à acquérir ces biens immobiliers-là pour les investisseurs avec lesquels on travaillait. C'était très intéressant, très très intéressant même, parce que j'étais censée être business developer là-bas, mais je faisais vraiment tout ce qui était possible. Je faisais des analyses financières, peut-être un peu moins aussi, parce qu'il y avait des personnes pour ça, mais j'en ai fait aussi. J'ai fait des prêts, ce qui n'était pas forcément mon travail non plus. J'ai eu le contact avec des investisseurs, avec des propriétaires. C'était vraiment, vraiment très, très enrichissant. Voilà. Et donc, j'ai adoré ce travail. Et après mon stage, on m'a proposé de rester. Et je suis restée dans cette entreprise pendant 2 ans. Et juste après, j'ai trouvé un autre travail. Un peu plus dans ce que j'aimais vraiment, ce que je pensais que j'aimais vraiment, c'était le marketing et marketing digital dans ce cas-là. Et c'est mon entreprise où je travaille en ce moment. Là, ça va faire aussi 2 ans que je suis là. Et c'est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est des pubs en ligne. On a notre propre aussi plateforme pour des entreprises qui veulent chercher des clients B2B, mais qui veulent aussi exporter des produits à l'étranger. Donc, c'est une marketplace qui t'aide à trouver en fait le destinataire de
de ton service ou de tes produits, peu importe. Et nous, on fait des pubs pour ça. Soit on crée des profils, soit on fait des campagnes Google Ads, des campagnes retargeting, website lead, tout ce que tu veux. Ok. Et c'est très, très intéressant. Et là, pareil, je m'y suis retrouvée parce que je connais des langues. Donc, en fait, je savais que ça allait m'aider à... Ça allait t'amener quelque part Exactement. ce plus-là sur le CV et sur ta Exactement. formation. C'est ça. Et là, bientôt, comme je t'ai dit avant, je vais aussi changer pour encore un autre travail. Donc, mon parcours, il va encore gagner un petite expérience en plus. Mais je ne vais pas encore peut-être vous parler de ça. Mais ce sera une entreprise qui est encore plus technique, on peut dire aussi. Et une grosse entreprise. Donc, c'est quelque chose encore en plus qui va m'apporter, j'espère, une belle expérience dans mon parcours. Donc, en fait, c'est un mélange des choses différentes, mais quand même qui t'aide à apprendre des choses différentes et à voir si, en fait, ça t'aime ou ça t'aime pas. Ça, par exemple, je sais pas, moi, si je parle des analyses financières, tout ce qui est financier, j'ai pas forcément aimé dans le premier travail, dans mon premier travail à Paris. Mais ensuite, tout ce qui est marketing, j'ai adoré dans mon travail, lequel je fais en ce moment. C'est ce que j'aime, c'est mélanger un peu et découvrir. Et c'est pour ça, je trouve que c'est très, 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 très dommage qu'en France, le parcours, c'est compliqué d'avoir un parcours pareil. Et pourquoi je le dis? Parce que j'ai découvert, je ne le connaissais pas avant, je n'ai pas fait mes études entières en France, mais en fait, ici, il faut choisir ce que tu veux. C'est ce qu'on a dit avant. Tu dois choisir ce que tu veux faire très, très, très tôt, quand tu es jeune, super jeune. Comment un enfant peut savoir ce qu'il veut faire? Et le problème, c'est que tu dois suivre ces parcours. Tu es obligé de le faire si tu veux vraiment avoir un CV intéressant, on peut dire entre guillemets, pour les RH, pour des entreprises, des grosses entreprises où la majorité des gens veulent aller au moins pendant un moment pour avoir aussi cette expérience intéressante, parce que c'est le cas. Hein. Mais si tu dois suivre tout le temps la même chose, comment tu vas savoir si quelque chose d'autre ne te plaît encore plus que ce que tu étais en train de faire? Et ça, je trouve ça dommage. Par contre, oui, comment je veux dire, l'alternance et tout ce qui concerne les stages, les alternances, ça, c'est un très, très bon programme, je trouve, bonne possibilité. Mais du coup, les alternances, ça serait bien de pouvoir les utiliser dans des business différents pour voir ce qui te plaît vraiment. Pour que après tu puisses vraiment choisir, OK, ça j'ai envie de faire. Ça m'a intéressé. Ça, je ne veux absolument plus voir dans ma vie. Ouais. Et voilà, on n'est pas tous faits à faire la même chose, ce qui est magnifique. Et oui, c'est pour ça, je pense que ça serait bien de pouvoir mélanger un petit peu et voir ce que tu... Au moins quand t'es jeune. Quand on est jeune, on peut. Et ensuite, si tu veux créer quelque chose qui te fait vraiment plaisir, ton propre entreprise, ton propre business, bah, tu auras les piliers des bases, comment le faire en fait. Tout ça, OK, ça il faut faire parce que ça a marché chez eux. Ça, il faut pas faire. Hein. Parce que sinon ou au contraire, il faut le faire chez moi parce que chez eux, ça n'a pas marché parce qu'il y avait ça, mais chez moi, ça va marcher. Parce qu'en fait, chez moi, on fait ça différemment. Ou c'est un autre produit, ou c'est un autre service, ou c'est un... Peu importe. C'est un parcours très varié. Très varié. Un varié. parcours très varié dans les expériences, dans les formations. Et j'entends aussi que tu donnes une place importante à l'expérimentation au-delà finalement de tes diplômes. Exactement. De ce qu'il y a sur le papier. Exactement. Ça, c'est absolument vrai. Et par exemple, comme je t'ai parlé avant que je voulais faire, que je voulais être traductrice assermentée, j'ai toujours pas passé l'examen. Par contre, je veux le faire. Je suis en train de me préparer à le faire. Donc, j'ai mes projets et d'un côté, je les suis pas par pas. Par contre, j'ai quand même envie d'essayer autre chose, de voir ce qui peut me plaire, ce qui peut m'aider dans mon parcours. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir cette possibilité de comparer. Et on va pouvoir en rediscuter aussi. Et
là, on voit que tu sors quand même pas mal de ta zone de confort, si zone de confort existe dans ta vie. Tu vas pouvoir m'en dire plus. Mais voilà, étant plus petite, tu as voulu aller chercher pour apprendre le français, puis ensuite partir de la Pologne en France, ensuite dans Grenoble, puis Paris, puis retourner, puis là, tu testes de nouvelles choses. Moi, la question que j'ai, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais dans une zone de confort et tu as voulu en sortir? C'est une très, très bonne question. Alors, je pense que la zone du confort dans laquelle j'étais, c'était le moment où, comme je t'ai dit au début, je viens d'un petit village. Donc, ça, c'était mon petit monde à moi. Je connaissais tout le monde. Je sortais chez moi, je connaissais chaque personne qui passait à côté de moi, chaque personne dans le supermarché, au resto, peu importe où j'allais. Et ensuite quand j'ai déménagé à Cracovie, c'est peut-être là que je me suis rendu compte que c'est plus forcément cette zone du confort, mais c'était encore chez moi, tu vois ce que je veux dire. J'étais dans mon pays et il y avait énormément d'amis que je retrouvais pendant des fêtes, à l'université, même si on faisait pas la même chose, quand on n'étudiait pas la même chose, on se voyait quand même. Donc là, c'était un petit peu plus parce que j'ai commencé à habiter toute seule, à être plus responsable de ma vie, de mes dépenses, de comment j'étudie moi, comment je fais mon planning pour la semaine pour m'en sortir vraiment. Comme Parce que là, tu vivais plus avec les parents. Je vivais plus avec mes parents. Et t'avais quel âge là? 19 ans. D'accord. 19 ans. On commence, je pense, par rapport à la France, on commence l'école un an de plus tard que vous. Donc c'est pour ça. Et ensuite, le moment où je me suis vraiment rendu compte que je sors de la zone du confort, c'était une expérience de laquelle j'ai même oublié de te parler avant. C'était quand j'étais après la première année à mon université, j'ai décidé de partir en aventure à Londres. Et j'ai travaillé à Londres pendant 3 mois. Rien à voir avec mes études, c'était juste une aventure pour découvrir le pays. Mais en fait, je suis partie là-bas avec une amie, quand même, au moins quelqu'un que je connaissais, et on vivait chez mon oncle, ok? Donc ça va. Ouais, t'avais comme un pied à terre, mais exactement. J'avais l'appart, quand mais il n'était pas là. En fait, lui, il est reparti en Pologne, c'était aussi un Polonais, et il m'a laissé l'appart, m'a donné la clé, il m'a dit tiens, les clés. Moi, je pars pour 3 mois, je reviens dans 3 mois. J'espère que l'appart, il sera toujours. La maison ne serait pas. n'aurait pas brûlé, c'est ça, exactement. Et du coup, je suis partie là-bas sans travail. Je n'avais pas de travail. Je me suis dit, ouais, j'arrive, je vais trouver. Ah ouais, tu vas trouver, oui. Bien sûr, c'était plus simple de trouver. C'était pour faire, tu sais, le job d'été. Qu'est-ce que j'étais? J'étais une serveuse. Presque. Barman aussi, je pourrais être. Voilà, et j'étais serveuse. Et donc, oui, c'est simple. C'est comme à Paris, il y a plein de restos. Donc, bien sûr, il y a plein de gens qui cherchent, qui ont besoin. Mais oui, mais je ne voulais pas le faire illégalement. Tu vois, donc j'ai dû quand même aller faire des papiers, des certains accords, des documents. Comment j'étais stressée, j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'étais dans un pays où, oui, la langue je connaissais, au moins j'étais pas dans un pays où la langue, je ne connaissais pas du tout la langue. Mais quand même, apprendre l'anglais à l'école et venir entre les Anglais, c'est pas la même histoire. Hein. Non, c'est clair. C'est pas du tout la même histoire. Donc, c'est là où je suis vraiment sortie de ma zone du confort. Mais vraiment, il fallait gérer ses propres dépenses, la ville que je connaissais pas. En plus, il roule à droite, c'est bizarre. Je savais pas quoi. Tu vois, c'est tous les petits détails comme ça. Ça t'apprend des choses, mais énormément. En plus, je me suis retrouvée dans un resto italien, entre les Italiens, mais pas que. Oh mon Dieu, ça criait de partout, vite. Hein. C'était incroyable. Et en plus, les clients qui venaient, je ne savais pas, je ne connaissais rien. Franchement, on se dit, ouais, il n'y a rien à connaître. Oui, il n'y a rien à connaître, mais on doit quand même faire un bon service. Et c'était un bon resto. Donc, en plus, n'étant jamais avant serveuse, j'avais menti sur mon CV juste pour avoir le travail. Qui n'a jamais fait ça? Voilà. Qui n'a jamais fait ça? Voilà, embellir parfois le CV et rajouter quelques petits trucs. Mais bien sûr, pour s'aider un petit peu. Exactement. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment le moment où je suis sortie de ma zone du confort. Et c'était
la première fois, c'était quand j'ai déménagé dans une autre ville. La deuxième fois, c'est quand j'ai quitté mon pays. Quitté, entre guillemets, c'était pour 3 mois, mais quand même. Et j'ai dû tout faire moi-même. Je n'avais personne sur place qui pourrait vraiment m'aider avec ces choses-là. Donc ça, c'était la première fois. Et ensuite, tous les événements toutes mes aventures qui ont suivi, c'était à chaque fois le moment où je sortais de ma zone de confort. Donc Erasmus, sortir du zone de confort. En plus, je pars en France, je communiquais, mais bon, après, je stressais énormément. Ensuite, je suis retournée en Pologne. Même mon hobby, être monitrice de ski, tu sais, ça aussi, c'est une responsabilité énorme. Tu prends la responsabilité pour la vie des personnes qui tu enseignes. Parce que c'est un sport. Oui, bien sûr, j'enseigne majoritairement des enfants, donc sur des trucs plus bas, mais pas que. Hein. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, c'est toi qui es responsable. Donc ça encore, c'est une autre expérience. Ça, je le faisais aussi en Pologne énormément, mais après, quand je suis partie à l'étranger, c'est encore une autre histoire, de travailler à l'étranger. Donc ça, c'était en Autriche. Et puis après, chaque petit événement, c'était sortir de... Même venir ici, c'était sortir de ma zone de confort. Après, j'aime bien, comme je t'ai dit, j'ai joué un peu au théâtre à l'époque. Et... Oui, je faisais des choses pareilles, mais j'ai jamais fait du podcast. Et j'étais surprise qu'il y a des caméras. Je me suis pas habillée pour, mais voilà. Mais c'est très bien. Et ça se passe très bien. Ah, je pense. Hein. Et avec ce que tu racontes, on voit que tu sors de ta zone de confort à de nombreuses reprises. Et même parfois, comme tu as dit, en fait, c'est des choses, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait sembler comme insignifiant. Aller faire un podcast, dire oui à une sortie qui t'a pas forcément traversé l'esprit, où tu te dirais non, j'ai pas envie de faire ça, mais tu sors quand même de ta zone de confort pour y aller, pour faire plaisir à un tel et pour faire une nouvelle expérience. Exactement. Et à chaque fois que tu sors de ta zone de confort comme ça, que tu fais des nouvelles expériences comme ça, c'est quoi le mur que tu dois franchir? Il y a un mur, forcément, comme tu dis. Il y a toujours un mur, il y a toujours un « mais est-ce que je vais savoir le faire ?» C'est en fait sortir de ma zone de confort, après chacun à la sienne, exactement. C'est oser à faire quelque chose. Donc, en fait, au moment où tu commences à te dire... En fait, au moment où tu réponds direct « non, j'ai pas envie » ou en fait, ça m'intéresse pas tant que ça, je suis fatiguée après le travail, tu sais, je peux rentrer chez moi, grignoter mes chips et regarder la série. Et je me pose la question, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter aussi, tu vois? Je suis contente d'être là pour toi et pour ton entreprise, pour ton projet, tout simplement, et de pouvoir faire quelque chose de nouveau pour quelqu'un que j'aime bien, mais aussi... Je suis contente d'être là pour moi. Ça m'a fait énormément plaisir que tu as pensé à moi même. Tu sais même pas. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est trop cool. On va faire un truc sympa. Ouais, mais il faut tout simplement se poser des questions. Pourquoi je le ferais pas, en fait? C'est quoi? Quel est l'argument de ne pas le faire? T'es stressé? T'es stressé, pas que maintenant, t'es stressé à l'école avant l'examen, t'es stressé en passant le permis de conduire, t'es stressé le matin parce que tu vas peut-être être, je sais pas moi, louper ton train et tu vas être en retard. T'es stressé parce que quelque chose s'est passé, parce que ta maman, elle est malade. Enfin, il y a des choses comme ça, bien sûr. Mais est-ce que le fait d'être stressé, ça va t'empêcher de vivre? Tu vas pas aller au travail parce que tu es stressé d'être en retard. Tu vas pas aller voir ta maman parce qu'elle est malade. Non, tu vas justement le faire. Mais être stressé, ça devrait pas nous empêcher de faire des choses. Effectivement, le stress, c'est quelque chose qui est naturel, comme tu dis. Exactement. Et en fait, si tu t'arrêtes seulement au stress, tu fais plus rien. Exactement. À un moment donné, il est important de pouvoir dépasser un petit peu ça, et même progressivement, parce que dans ton parcours, on voit que tu as fait les choses aussi de manière progressive. Peut-être que c'était pas voulu, peut-être que c'était aussi comme ça que la vie s'est présentée à toi, mais t'as pas quitté de chez les parents et bam, t'es parti dans un autre pays directement, tu vois.
t'es sorti de ta zone de confort qui te semblait déjà quelque chose de immense à ce moment-là. Tu l'as fait. Et ensuite, tu t'es dit, OK, bah, là, c'est bon, je vais faire autre chose encore. Bam, t'as fait encore un autre truc, etc., etc. Et c'est peut-être là que les gens, ils se mettent un blocage. Absolument. Et après, c'est ce que je pourrais aussi conseiller. Et ce que je fais moi, comme je te dis, j'aime beaucoup le sport. Après, le ski, je peux pas le faire toute l'année, mais je joue aussi au volleyball, au tennis. Même si tu veux pas faire du sport, tu peux marcher. Moi, ça m'aide vraiment à me détendre parce que je fais quelque chose que j'aime bien. Et ça m'aide aussi à réfléchir. Comme je t'ai dit aussi, les montagnes, ça m'aide énormément. Donc, quand j'ai envie, même aller dans une forêt, dans un parc, quand tu es dans une grande ville, va dans un parc. Et tout simplement pense à cette expérience, qu'est-ce qu'il pourrait t'apporter, ou pense à autre chose. Ouais. Et puis, repense à ça. Et puis encore, et encore, et encore. Et juste détends-toi. Et puis, tu verras. Si c'est vraiment pas quelque chose que tu veux faire, tu le sauras aussi. Parce que, tu vois, dans mon parcours, il y a peut-être des choses qui sont diverses, qui vont pas ensemble. C'est des expériences que vraiment j'apprécie et je suis contente de les avoir avec moi, de les avoir fait. Mais s'il y avait quelque chose que j'aimerais pas du tout faire, je l'aurais jamais fait. Ouais. Donc en fait, au fond de toi, il faut aussi écouter ton intuition. Parce que tu sais si c'est quelque chose que tu n'aimes absolument pas. Comme moi, pourquoi j'ai choisi le français? Parce qu'au fond de moi, je voulais apprendre cette langue. Pourquoi j'ai pas choisi l'allemand? Je voulais absolument pas. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est des petits voix dans ta tête. Parfois, ils ont raison, mais parfois bien sûr, il faut réfléchir. Enfin, c'est une décision qui est plus compliquée à prendre. Oui, bien sûr, vaut mieux réfléchir. Il ne faut pas non plus être spontané sur tout. Mais quand c'est quelque chose de bien, quand c'est quelque chose qui pourrait t'apporter quelque chose, pourquoi pas essayer? Ouais. Tu peux toujours revenir en arrière. Le plan B, il est toujours là. Moi, je suis en France, mais je sais que à un moment donné, je voudrais retourner vivre plus proche de ma famille, donc en Pologne. Mais je peux toujours y revenir. Je peux toujours y revenir. Personne ne m'empêche de rentrer chez moi, dans mon pays. Et être ici, être en France, c'est déjà profiter de cette magnifique ville qui nous offre énormément d'opportunités et de profiter de cette culture, de la nourriture et tout. Enfin, la France, elle a énormément de choses à nous offrir. Et des paysages, enfin, on a du tout. Mais je peux toujours rentrer chez moi, je peux toujours prendre mon sac à dos, ma valise et dire, enfin là, il y a plus de choses après 5 ans, pas qu'une seule valise, mais oui, mais je peux toujours retourner en Pologne et faire quelque chose d'autre en Pologne, ou je peux même aller aux États-Unis et faire des choses aux États-Unis. Je peux partir, je ne sais pas moi, en Chine et faire des choses en Chine. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est plus compliqué pour le visa, j'en sais rien, mais c'est toujours envisageable. Tu peux vraiment tout faire. C'est vraiment ça, c'est la vérité. On peut vraiment tout faire. Après, oui, tout ce qui est logique. Je vais pas dire ouais là maintenant je vais être médecin, donc je vais postuler à l'hôpital. Bien sûr que je vais pas être prise. Mais tout ce qui est raisonnable, on peut dire, on peut tout faire. C'est juste qu'il faut trouver un chemin pour y arriver. Et chacun a le sien. Chacun a un autre. Il n'y a pas un bon, un mauvais chemin. Ou s'il y a un mauvais, bah, il y a toujours une sortie. Dans toutes ces expériences que tu as entreprises et ces départs que tu as faits et les points d'arrivée où tu es arrivé, où tu as atterri, est-ce qu'à un moment donné, tu avais eu des préjugés ou du moins des appréhensions qui se sont avérées finalement non avérées, totalement fausses à côté de la plaque? Il y a toujours des petites voix dans ta tête qui te disent non, c'est pas une bonne idée. Je me rappelle la chose que je sais pas pourquoi, mais entre moi et ma sœur, il y a 9 ans de différence. Et moi, j'avais peur de partir parce que je me suis dit, oh mince, je vais rentrer et elle va être trop grande. Je ne vais plus voir ma petite sœur. Bien sûr, c'était comme ça, mais après, est-ce que c'est la raison qui t'empêcherait de partir? Bien sûr, je vois ma sœur tous les jours en visio. Et j'essaye de la voir et de voir toute ma famille, d'ailleurs, pas que ma sœur, aussi souvent que possible. Mais est-ce que ça serait la raison pour laquelle
j'irai pas essayer de faire autre chose, de gagner de l'expérience un peu ailleurs. Ça c'est une chose. Et puis après, bien sûr, des petites voix dans ma tête, ils sont là toujours. Il y avait même des personnes, des amis, des gens que je connais qui me disaient « Mais non, mais pourquoi tu vas là ta famille va te manquer, ton pays va te manquer, tu n'auras pas de pierogi. » Si quelqu'un connaît les plats polonais qui s'appellent pierogi, c'est un très bon plat. Donc je fais une petite pub. Tu fais pas ça, un pierogi là. Sur l'écran. Et oui, bien sûr que j'ai pas ça. Enfin, si, il y en a aussi. Il y a des trucs polonais. Mais c'est pas ça le sujet. C'est le fait, bien sûr, que c'est vrai. Ma famille me manque, mes amis me manquent. Mais après, chacun a sa vie. Imagine, si mes parents n'étaient pas partis de Pologne, ils se seraient jamais rencontrés parce qu'ils ils sont rencontrés à Paris. C'est comme ça, les histoires. Chacun a la sienne et chacun écrit la sienne, exactement. Totalement. Et on est responsable de nos choix. Et donc, en fait, je préfère me dire, même dans le futur, que en fait, je regrette pas parce que j'ai essayé. Je regrettais si j'avais pas essayé. Parce que même si c'était pas un bon choix, une certaine chose, bah je le saurais pas si je l'avais pas choisi. Si j'avais pas choisi de le faire. Et là, tu parles aussi de la famille et comment ta famille proche a réagi à ça, au fait que tu voulais partir, tu voulais quitter le pays. Ouais, et là, en l'occurrence, tu leur as peut-être dit, je pars pour 6 mois, puis je reviens de toute façon, puis tu reviens pour 2 mois, et en fait, attends, je repars pour quelques mois, et en fait, ça fait 6 ans que tu es là, presque. Et qu'est-ce qu'ils disent? En fait, moi, je suis très, très, très contente et j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui me soutient en temps. Je vais revenir en fait à ta question parce qu'elle était très bien posée. C'était la question qu'il me fallait. Et c'était ma famille, en fait, dans le moment où j'ai dit je veux partir, c'était un soutien, un moteur en même temps. Bien sûr, ma mère aussi, elle stressait, elle se dit ah mince, etc. Mais elle m'a jamais dit non, on n'y va pas. En fait, elle stressait parce qu'elle sait que dans une grande ville, il peut arriver des choses bizarres, etc. Ça peut arriver partout, mais voilà, il y a plus de possibilités que quelque chose passe, etc. Mais ils m'ont jamais empêché de faire mes choix. Ils m'ont jamais non plus poussé à le faire parce que c'était mon choix. Mon choix à moi, je voulais partir, je voulais découvrir. Ils m'ont dit, allez, vas-y, on va t'aider financièrement s'il faut, on va te même amener là-bas s'il faut y aller en voiture, enfin, peu importe. Mais ils m'ont toujours soutenu. Bien sûr, je sais qu'il y a des gens, des familles qui pourraient réagir différemment. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui est très, 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 très heureuse de mes choix et de mes expériences aussi. Mais il ne faut pas non plus, parce que je sais que la famille, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important dans la vie. Sans famille, je ne sais pas qui je serais. C'est vraiment tout ce que j'ai. Je l'ai grâce à ma famille. Parce qu'ils m'ont offert vraiment beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de possibilités plutôt. C'est ça ce que je voulais dire. Mais même s'ils étaient contre, parfois je me dis, je l'aurais fait quand même. Ouais. Parce qu'en fait, quand quelqu'un me dit ne le fais pas, je le fais d'autant plus. Donc je pense qu'il savait qu'il ne fallait pas jouer comme ça avec moi. Mais oui, après, c'est pas pour faire... pour être méchant avec qui que ce soit. mais justement, c'est pour pouvoir aussi prendre ses décisions dans ses propres mains. Et c'est plutôt ça qui écrit ton histoire après. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé ici, quand t'es arrivé en France? Quand je suis arrivée en France, qu'est-ce que la bise. Ça, je savais que ça existait, mais jamais. Nous, en Pologne, on ne fait pas. Peut-être entre les amis proches, vraiment les amis proches. Mais les amis proches, c'est vraiment des amis d'enfance, quoi, ou tes meilleurs amis. Ouais. Et ici, je viens à une fête, quelqu'un me présente quelqu'un et il se lève, il me fait la bise, je me dis oula, doucement, on se connaît pas. Oui, on se connaît pas. Okay, ouais, vas-y. Non. Ça je savais que ça existait, mais ça m'a surpris énormément. Et je me rappelle, je suis partie, je sais plus
où c'était dans une autre région, peut-être dans le sud quelque part, vraiment je me rappelle plus où, mais quelqu'un a fait la bise 3 fois ou 4 fois même, et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, parce qu'en fonction des régions, t'en as qui font 2 fois, 3 fois, 4 fois. Énorme. Ouais. Et tu sais ce qui m'a surpris en plus, c'est la folie, comment les Français adorent la bouffe. Genre, toute ta journée est définie en partie de quand tu vas manger. En fait, si ton planning, t'as même la pause à midi pour manger. En fait, j'avais pas ça, moi, en Pologne. Si t'es à la fac ou au travail, t'as pas de pause, en fait. Enfin, au travail, t'as 20 minutes de pause pour manger ton petit sandwich ou ton plat que t'as ramené, mais 20 minutes, pas 1h30. Ah ouais. Tu manges et tu rentres chez toi après, tu vois. On commence tôt et on termine tôt. C'est ce qui me manque, par exemple, en France par rapport à la Pologne. Que je dois rester ici jusqu'à, peut-être pas dans mon travail dans lequel je suis en ce moment, donc là, je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai eu des expériences où j'ai dû rester au travail jusqu'à 19h, 20h. Et on ne me paye pas pour ça. J'ai fait des horaires Enfin, ici, vous avez ce CDI, donc le cadre, donc tu dois rester autant qu'il faut. Oh, non, chez nous, ça n'existe pas. Tu fais 30 minutes en plus et on te paye pour ces 30 minutes en plus. Donc ça m'a surpris d'une manière un peu négative, je pourrais dire. Après, en revenant à la nourriture, j'aime bien ça. J'aime bien le fait d'avoir des horaires précises, de pouvoir manger. J'ai l'impression aussi que mon système digestif, il fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Donc, franchement, c'est bien meilleur. Et je pense pour notre corps, notre organisme, c'est aussi mieux. Mais j'étais surprise. Ça, c'était quelque chose... Quand on mangeait, je me rappelle même à Grenoble encore, il y a longtemps, il fallait être... Parce qu'il y avait une cantine pour les étudiants, donc il fallait être à la cantine très très tôt, vers midi même, pour pouvoir y rentrer sans faire la queue pendant 30 minutes, quoi. Et moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et les horaires, en fait, les restos qui ferment après ces horaires de repas. En France, à Paris, c'est différent parce que tu vas toujours trouver quelque chose qui est ouvert toute la journée ou peu importe à quelle heure tu veux. Mais là-bas, dans une petite ville, c'est pas si petit que ça, mais dans une ville qui est plus petite, il n'y avait pas autant de choix. Il fallait vraiment manger à midi, quoi, jusqu'à 14h. Sinon, après, tu mangeais plus. Après, t'as faim. Donc oui, ça m'a surpris. Mais c'est vrai que moi aussi, quand je suis arrivé en France, à 6 ans, mes parents ils me disaient, à chaque fois quand on regardait la télé, ils me disaient « ça, c'est un film français ». Mais comment vous savez ça ? Comment vous arrivez à voir ça ? Moi, il me fait parce qu'ils sont en train de manger. Voilà. Quoi ? C'est ça. À chaque fois qu'on regardait la télé, je regardais si les gens ils commençaient à manger. Je disais c'est bon, ça c'est un Français. ou un Italien. Eux aussi ils l'aiment bien, mais je pense c'est pas la même chose. Ils ont leur pasta, pizza. Ouais. Et ici c'est la viande, la bonne viande. C'est très bien préparé. J'ai rien contre, j'adore. mais c'est quelque chose de nouveau pour moi, ouais. Ah oui, je sais. La dernière chose. Et vous savez, ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait de... Enfin, vous, je veux dire, les gens qui nous écoutent. C'était le fait de faire la queue quand on va à la boulangerie. À part ça, peu importe où tu es, si tu sors du métro, RER, peu importe, tout le monde va te rentrer dedans, ils vont être devant toi, même si tu attends 5 minutes avant eux, ou 15 ou 10, ou peu importe. Mais pour aller à la boulangerie, tout le monde fait la queue. Personne ne se fait doubler. Ah non, là... Parce que c'est sacré le matin. C'est sacré le matin à la boulangerie. Le croissant, le petit... Ah oui, aussi les petits déj sucrés, ça je peux pas, moi. Moi, je dois manger un petit déj salé. Comme je t'ai dit avant, je trouve que la France, c'est ma deuxième maison. Et quand je suis ici, la Pologne me manque, bien évidemment. Mais quand je suis en Pologne, la France me manque. Et ça, vraiment... Je n'ai pas eu ce sentiment jamais avant. Bien sûr, quand on part dans des destinations qui nous font vibrer, bien sûr, ça nous manque en quelque sorte, mais on ne peut pas vivre partout non plus. Ouais. Après, ici, c'est même pas la France qui me manque, mais c'est Paris. Paris, je sens vraiment que c'est devenu ma maison. Ce qui n'était pas avant. Avant, c'était juste une ville que j'adorais, une ville de mes rêves, qu'on voit dans les cinémas, enfin en cinéma, dans les films, dans les séries, etc.
Mais au fur et à mesure, en m'adaptant à la vie ici, en apprenant toutes les petites habitudes qui ont les Français, j'ai appris aussi qu'ici, on vit comme ça. Ouais. Et j'adore ça. J'adore vivre comme ça en France et j'adore vivre différemment en Pologne. Même parfois, quand je rentre en Pologne, il y a des choses qui me manquent, que je ramène de France. Par exemple, traverser au feu rouge. Parce que si en Pologne tu fais ça, tu te prends une amende. En Allemagne aussi, ils sont comme ça. Ouais, en Allemagne, on est dans ce cas-là, on est pareil. Que dans ce cas-là. Hein. En France, tout le monde s'en fout. À la limite, même, on attend le rouge pour traverser. Pour traverser, c'est ça. Non, mais là, je rigole, bien sûr. Mais oui, il y a des petites choses qui me manquent aussi. La baguette, la bonne baguette du matin, la petite tradition, etc. Non, il y a des choses... même culturellement parlant, je me suis même habituée à la bise, tu vois. Et je trouve que, en fait, à Paris, c'est un peu spécial quand même, parce que c'est une grosse ville, elle est très rapide. Les gens, parfois, on a l'habitude de dire que les Parisiens ne sont pas gentils. Je ne pense pas comme ça. Je pense qu'ils sont juste stressés et ils ne dorment pas assez, tout simplement. Ils ne gagnent pas assez pour ce qu'ils font. Mais c'est pas vrai qu'ils sont pas gentils. Moi, j'ai connu que des gens gentils ici. Et bien sûr, il y a des gens qui sont pas forcément très agréables, exactement. Surtout quand il s'agit de l'administration, ça, il faut faire attention. Mais c'est partout comme ça. Oui, c'est ça, mais c'est partout comme ça, c'est pas qu'en France. Et en fait, je pense que dès qu'on est là, on se rend pas compte comment c'est ailleurs. Et comme moi, j'ai eu la possibilité de connaître un peu ces côtés différents de plusieurs pays, comme j'ai vécu un peu ici, un peu par là, même si c'était 3, 4, 2 mois, c'est quand même une expérience, tu vois ce que je veux dire. Totalement. Donc, ça m'a appris qu'en fait, c'est pas mauvais ce qui est là. C'est juste comme ça, même parfois partout. C'est juste on se rend pas compte. Et pareil, à l'envers, quand je parle de la Pologne, parfois, je me plaignais énormément des choses différentes en Pologne, de plusieurs sujets différents, et que ça va pas, ça me va pas, blablabla, blablabla. Et en fait, quand je suis rentrée en France, je me dis, en fait, en Pologne, c'était mieux. Cette chose-là, c'était bien mieux géré, tu vois. Donc, ça te donne cette possibilité de comparer. Mais au niveau d'adaptation, je pense vraiment que je m'en sors bien. J'ai trouvé beaucoup d'amis polonais ici aussi. Donc, ça m'aide aussi à maintenir cette polonité en moi, comme on peut dire. Et quand même, pouvoir passer du moment avec des gens qui me sont proches culturellement parlant. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis en France. Mon copain, il est français aussi. Donc, ça m'a aussi aidé à comprendre beaucoup de choses, tout ce qu'il m'expliquait, etc. Comment gérer certaines situations. Ça m'a aussi montré 2 côtés différents. Et aucun de ces côtés-là n'est mauvais. Hein. Ils sont juste parfois différents, mais ils sont tous les 2 beaux. Justement, tu viens de traiter de toutes les rencontres que tu as pu faire là, et même les rencontres, même avant que tu as pu faire avant ton Erasmus, etc. Mais quel impact ont eu toutes ces rencontres dans ta construction, dans ton état d'esprit? Oh, je pense que énorme. Ça vraiment, ça c'est une très bonne question et bon sujet à aborder. Je pense que sans connaître les gens, donc toute mon histoire, si c'était en Pologne pendant mes études, si c'était à l'école, peu importe de quoi on parle, ou en France, ça a eu un impact énorme parce que, comme je t'ai dit un peu avant, ça m'a appris à regarder des choses différemment d'un point de vue culturel, d'un point de vue aussi émotionnel. Tu m'as demandé avant, on a parlé des émotions. Chacun réagit différemment. On ne peut pas non plus s'attendre que quelqu'un va réagir comme nous on veut qu'il réagisse. Donc, et vu en regardant aussi le fait que y a des cultures différentes, franchement, je pense qu'on peut trouver ça enrichissant. Par contre, s'il y a des cultures qui ne respectent pas d'autres cultures, là, on a un problème. Donc ça, c'est évident. Et là, on a parlé du respect avant, justement.
il faut que ça soit mutuel, tout simplement. Parce que sinon, il y aura toujours des conflits. Si on remonte un peu plus jeune encore dans les rencontres que tu as faites, notamment dans ta famille, tout à l'heure, tu as parlé de ton grand-père. Quel était son rôle dans ta construction? Quelle question. Je pense qu'il m'a appris. Il était une personne très très sensible en fait. On a parfois cette habitude à dire que les hommes ne peuvent pas être sensibles en fait, qu'ils doivent être toujours durs, toujours là pour maintenir la famille, tu vois, pour tout sauver le monde. Et bien sûr, ils peuvent le faire. Je ne suis pas contre, mais c'est aussi de pouvoir et savoir montrer ses émotions, qu'on n'est pas des machines, qu'on ne peut pas toujours être à 100%. Et même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Même si tu ne peux pas un jour être à 100%, dans 100% toi, avoir 100% d'énergie, avoir 100% des choses à dire, tu vas être tranquille chez toi, fermé dans ta chambre et lire un livre, tout simplement, ou regarder, je ne sais pas moi, une vidéo sur YouTube, tu peux. Mais il faut être d'accord avec soi-même. Après, bien sûr, les autres choses que lui m'a appris, et aussi ma famille m'a appris, c'est ça on en a parlé, on vient d'en parler, c'est du respect entre toi et les personnes avec qui tu es. C'est tout simplement la bienveillance. Tu sais, on n'a pas besoin d'être faux gentil avec tout le monde, parce que parfois on a l'impression d'être même bête quand on nous traite comme ça. Mais de traiter les autres comme nous, on aimerait bien être traités. Ça c'est sûr. Ça, j'ai appris dans ma famille, et mon grand-père, mais aussi les autres personnes de ma famille, ils sont comme ça, tout simplement. À part ça, je pense qu'il m'a aussi appris d'être courageux. Et je pense que c'est un peu grâce à lui que j'ai eu, peut-être après, sans même me rendre compte, j'ai eu ce courage de partir ailleurs, de découvrir un peu le monde, les choses. Et puis, j'ai une grande partie de ma famille qui vit dans des coins différents. Donc, en fait, ça, je pense que ça a joué aussi un grand rôle dans ma tête. Et le fait que je savais que mes parents ont vécu à Paris, parce que c'était pas pendant... Ils étaient aussi vécu... Ma mère, elle a habité ici pendant 5 ou 6 ans même. Et mon papa, un peu plus court, mais quand même, c'était pas une semaine, on se connaît, on rentre en Pologne. Ma mère, elle a fait des études ici, elle a travaillé après ici, et puis ils ont pris ensemble la décision de rentrer en Pologne. Mais avoir ce type d'exemple en famille, et je sais que pas tout le monde les a. Tu vois, parfois, les gens, ils ont pas ce type d'exemple. Que, comme tu m'as demandé comment ta famille a réagi, est-ce qu'ils avaient peur, etc. Bien sûr qu'ils avaient peur. Je suis sûre qu'ils avaient peur quand ils partaient eux aussi. Dans le monde, il n'y avait pas, tu sais, il n'y avait pas d'Union européenne, il fallait avoir tous les permis possibles, et peut-être j'imagine que c'était à moitié illégal, c'est possible de faire ce type d'expérience. Bien sûr qu'ils avaient peur pour moi, mais ils ne m'ont pas empêché de le vivre. Et je sais que il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des exemples dans leur famille. Et moi, je pense que j'ai eu cette chance de les avoir, tout simplement. Magnifique. Quel a été pour toi un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné? Ça, c'est une bonne question. Un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, il y en avait beaucoup des conseils, mais je pense un des meilleurs, c'est un peu ce que j'ai dit avant, c'est que dans la vie, tu peux tout faire, mais pour y arriver, il faut aussi du travail. Il faut être constant, discipliné dans ton travail. Bien sûr, il y a des gens qui ont de la chance d'avoir... Mais je pense que nous, on pense que c'est de la chance, mais on ne voit pas tout ce qui est derrière. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, cette star, elle est connue parce qu'elle a eu de la chance, et c'est pas chanter si bien que ça. Peu importe, j'invente. Mais peut-être elle a eu de la chance, peut-être elle était en bon moment, dans le bon endroit, en bon moment. Mais peut-être on ne voit pas ce qui est derrière. On ne voit pas son parcours. Et c'est un peu ce que tu m'avais dit avant, c'est que
je sortais, moi, mais comme toi, comme les autres aussi, on sort tous les jours de nos zones du confort, de notre zone du confort, tous les jours. Juste, on ne se rend pas compte. Mais quand on regarde un petit peu en arrière, on se dit, ah, en fait, ça, c'est ce que j'ai fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'était déjà sortir de sa zone du confort. Faire de la compétition. Là, je viens de m'inscrire parce que je suis aussi dans un club de volley. Cette année, je viens de m'inscrire à la compétition. Je me dis, ça, c'est déjà sortir de sa zone du confort. Changer le travail, alors que j'ai un très bon travail, mais pour essayer un peu autre chose, pour avoir d'autres expériences. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Toutes les petites décisions qu'on prend tous les jours, ça, c'est le cas. Ça le fait. C'est clair, c'est clair. Donc, il faut être constant dans son travail, discipliné, croire en soi, parce que si on ne croit pas en nous-mêmes, comment on veut que quelqu'un d'autre le fasse. Et puis essayer toujours de faire mieux, de progresser du jour au lendemain, même si c'est des petites progressions. Quand on veut, je ne sais pas moi, perdre du poids, on se dit, ouais, c'est trop dur, mais si tous les jours tu fais un petit peu plus d'efforts, tu progresses constamment. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, mais 4 mois plus tard ou 3 mois plus tard, tu vas avoir déjà des résultats. 6 mois plus tard, tu vas avoir des résultats. 1 an plus tard, encore plus. Plus on avance, quand on avance en tout cas, on est tellement pris par les choses qu'on ne prend pas forcément le temps de se retourner, de voir d'où on vient, de voir les choix qu'on a faits, les décisions qu'on a faites. Et de voir le chemin qu'on a parcouru, en fait, et de se rendre compte qu'on a bougé. C'est ça, exactement. Que les choses ont bougé, que c'est pas comme avant. Et si ça a bougé, c'est forcément qu'à un moment donné, on a agi. Et le fait c'est trouver, essayer de réaliser le moment et prendre conscience le moment où on a agi pour pouvoir peut-être reproduire justement ce circuit. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui, Véronica, avec tout le chemin que tu parcours, toutes les trajectoires que tu as prises, toutes les trajectoires, je dis bien, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ta vie, et il y en a encore, et il y en aura encore sans doute. J'espère bien. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me rend fière ? Je pense que tout ce qui me rend fière, c'est justement les décisions que j'ai prises et le fait que j'ai osé de le faire, que j'ai pas abandonné, que je me suis dit, on a parlé de la zone du confort, justement, que je vais sortir de cette zone, même sans me rendre compte vraiment que je le faisais à l'époque. Mais sortir de ma zone de confort et suivre un peu mon intuition et tout simplement vouloir voir où ça va m'amener. Et comme tu as dit, j'espère vraiment pour toi, pour moi, pour les autres, pour ceux qui nous écoutent, qui vont aussi tout simplement avoir cette possibilité de sortir de la zone du confort. Parce que si on reste sur place sans bouger, on va pas vraiment avancer. On va faire des choses, mais on va rester sur place. On va pas pouvoir voir le monde différemment. Et je pense que c'est ça qu'il est important dans la vie. Ouais. Et c'est ça qui me rend fière aussi. C'est ça qui me rend fière, c'est que j'ai pu le faire. Je me suis dit, ok, je le fais, mais je l'ai vraiment fait. C'est pas que je vais le faire et 6 mois plus tard ou 6 ans plus tard, je l'ai toujours pas fait. Si c'était le cas, je serais maintenant dans mon petit village et je sais pas ce que je serais en train de faire, mais voilà. Justement. Si tu revoyais cette petite Véronica du village, ouais. Qu'est-ce que je leur voyais, qu'est-ce que tu lui dirais? Crois en toi. N'écoute pas des gens qui disent que tu vas pas y arriver. Et essaye d'être constant. Tout simplement, crois en toi, sois constant et tu vas y arriver. Et tu penses qu'elle te dirait quoi, elle? Je sais pas. Aujourd'hui, si elle te je pense qu'elle aurait dit impossible. Ou elle se serait dit, elle est folle celle-là. Probablement, hein, parce que si je m'avais dit à moi-même, mon petit moi qui avait 5-6 ans, que tu habiteras à côté de la Tour Eiffel à Paris, elle aurait dit, mais quoi? C'est impossible. C'est impossible. Bah justement, si, c'est possible. C'est possible pour moi, pour toi, pour quelqu'un d'autre. Mais il faut faire du travail,
faut vouloir progresser aussi. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, si tu fais des choses, mais tu les fais d'une manière sans vraiment vouloir le faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense, peut-être tu vas y arriver. Je dis pas que c'est pas le cas, ça arrivera pas. Mais tu vas pas être content. Tu vas pas être peut-être fier de toi. Tu vas pas te sentir à ta place. Et du coup, ça serait bien aussi de suivre cette intuition dont je parlais plusieurs fois pendant ce podcast. Parce que si tu sais que tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais vraiment pas envie de le faire, non parce que tu es paresseux et on t'a dit va ranger ta chambre et tu n'as pas envie de le faire, mais il y a des projets qui vont venir. Si tu progresses, si tu es entre les gens, on va te proposer de faire ci, de faire ça. Chaque de ces petits choix va t'amener quelque chose, va te montrer des petits chemins que tu vas pouvoir prendre. Mais si tu veux pas, si tu sens que c'est pas ton chemin, vaut mieux chercher un autre. Ou vaut mieux essayer. Et puis, quand tu es vraiment sûr que c'est pas ça, faut changer. Si tu restes sur place, dans le monde, entouré par des gens, par des choses, en train de faire des choses qui ne te plaisent pas, tu vas pas être content, tu vas pas être heureux, tu vas pas être heureux dans ta vie, tout simplement. Tu as eu plusieurs casquettes tout au long de ton trajet jusqu'à aujourd'hui. Je t'enlève toutes ces casquettes, tous ces statuts, tous ces métiers. T'es qui? Je suis... Tu m'as posé la question. La pire question du monde. Un être libre, un humain libre, tout simplement, qui suit tout ce qu'elle a envie, cette personne, moi, qui a envie de faire. Et sans écouter vraiment ce qu'on me dit, mais vraiment aller là où j'ai envie d'être. Aujourd'hui, avec le micro qui est juste devant toi, tu peux parler à toute la Terre. Toute la Terre entend ton message. Waouh. Et wow. Oui, tu devines là où je veux en arriver. Tu leur dis quoi? Soyez libre, soyez courageux tout simplement, parce qu'il faut du courage pour prendre ce type de décision. Il faut être courageux. Mais soyez libre, soyez courageux et développez-vous tout simplement. Ne restez pas sur place. Et je le dis pas non plus pour en ayant envie de juger quelqu'un, parce que si quelqu'un a envie de ne pas évoluer au travail, par exemple, il y a des personnes qui veulent rester à la maison, s'occuper du foyer, avoir des enfants. Moi, j'aimerais aussi avoir, à un moment donné, j'aimerais bien aussi une famille. Mais ça, c'est leur rôle. Et ils sont excellents dans ce rôle-là. Mais en l'étant, en faisant ça, ils progressent aussi. Ils font autre chose que les personnes qui sont au bureau ou qui sont des athlètes, des joueuses de foot, des joueurs du foot, ou joueuses aussi, ça peut être des femmes, bien évidemment. Mais moi, j'ai joué à l'époque au foot un peu. Faites ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Et essayez de vous développer, d'aller plus loin, d'essayer de vous améliorer tous les jours. Quelqu'un aime bien cuisiner, allez chercher des nouvelles recettes. Et peut-être un jour, on va entendre parler de toi à la télé. Ou, je sais pas, au début, tu commences avec les TikTok et ensuite, tu seras à la télé. Peut-être tu n'as pas envie d'être à la télé et tu as envie de le faire que dans ton foyer pour ta famille. Fais-le pour ta famille. Fais plaisir à toi et à tes proches, mais essaye de progresser. Ça, je pense que c'est très important, parce que si on stagne dans un... Stagne, pardon. Ouais. Dans un endroit, sans bouger, on a vraiment l'impression de s'ennuyer dans la vie. Si depuis 10 ans, il fait exactement la même chose tous les jours, sans changer même un petit détail, oui, bien sûr qu'il s'ennuie. Donc, je pense que ça serait plutôt ça, ce message. En pensant de ça spontanément, peut-être si je m'avais préparé mieux, j'aurais eu une autre réponse, mais je pense que ça, c'est très important. Peut-être pas la plus importante chose du monde, mais vraiment, si on a la possibilité de se développer, de progresser, d'aller plus loin,
faisons-le. Merci, Véronica. Merci à toi, Dulcia. Toujours ce micro. Ouais. Tu peux le passer à quelqu'un. En fait, j'ai une personne qui pourrait être très intéressante. Et même, je pense que je vais te passer son contact après. Ouais, carrément. Je te raconte de qui. Ouais, bien sûr. En fait, on va un petit teaser. T'auras une deuxième polonaise du coup ici. D'accord. Mais c'est une fille qui s'intéresse. Après, je sais pas si elle va accepter, donc je sais pas si. C'est quoi son prénom? Maria. Maria. Ouais. Et qui s'intéresse énormément au film. Elle aimerait bien, je pense, être réalisatrice ou faire quelque chose dans ce domaine-là. Je pense qu'elle va vous expliquer mieux. Okay. Et elle est aussi à l'école, elle travaille en même temps. Elle fait des magnifiques photos. Okay. Donc, je pense que ça serait aussi une personne très intéressante à rencontrer. Et c'est sûr que je te passerai ses détails. Après, c'est à coordonner. Après, ce sera à elle de décider si elle a envie de faire ça ou pas. Moi, ça sera avec plaisir que j'accueillerai Maria. Cool. Et on pourra peut-être en savoir plus sur elle. Bah, j'espère bien. Bah ouais. Mais ça serait pas à moi de raconter. Moi, je pense que j'ai trop parlé là. J'ai assez raconté. Et vous en aurez marre de ma voix à la fin. Et donc. Mais non, je pense pas. Pas vrai. Dites-lui que non en commentaire, s'il vous plaît. Non, mais c'était vraiment un plaisir. Merci Dulcia de m'accueillir ici et du coup de me donner encore une nouvelle possibilité de sortir de ma zone de confort, dont on a parlé tout au long de ce podcast. C'était un plaisir. Merci à toi, Véronica, d'avoir accepté. Merci. Et ça y est, on repart sur le clap de la fin. Allez.